Bonjour Dany Laferrière de l'Académie française. Je voulais mettre de la chair et de la douleur sur cette tragédie qu'est le racisme. Vous publiez Petit traité du racisme en Amérique chez Grasset, Dany, et j'ai envie de montrer un visage. Vous avez souhaité d'ailleurs montrer ce visage, c'est celui de Keenan Anderson. C'est le visage de ce jeune afro-américain, comme on dit, mort sous les coups de taser à Los Angeles par des policiers blancs. Et vous n'avez pas souhaité qu'on revoie ou qu'on montre les images de cette tragédie? C'est pas que j'ai peur de la réalité, c'est simplement, il faut voir les gens en vie pour savoir dans quelles conditions horribles ils ont trouvé la mort. Je crois que quand on voit les images comme ça, ad nauseam, et nos émotions s'émoussent un peu. Ou encore, on a déjà une version, pas seulement, pas une version, on a une façon de répondre à cette émotion. Genre, je ne veux pas voir ça, c'est trop horrible, et quelle douleur. Et sa mère, on a déjà son petit théâtre monté. Et un écrivain doit pouvoir mettre des mots sur cette douleur, celle de cette mère, et sur la tragédie elle-même, et qui est constante, et qui revient, et qui est presque quotidienne, pour ne pas dire presque ordinaire aux États-Unis. J'ai écrit ce livre, et depuis ce temps-là, ça n'arrête pas. Depuis George Floyd, on avait dit, et ça a eu un tel impact, ce scandale, qu'on ne pourra pas refaire quelque chose de cette manière. Eh bien voilà, on a encore des images, et même le nom de George Floyd a été prononcé au moment de cette mort-là. On se demande où on se trouve dans une pareille situation. Si les choses se répètent comme ça, on est sans voix. Oui, c'est pour ça qu'il y a ce livre. Ce petit traité du racisme en Amérique. C'est un livre avec des mots, avec une force, sans colère, sans cri, avec de la musique aussi. On va en entendre, on va notamment entendre Bessie Smith, que vous aimez tant. Oui, Bessie Smith, cette musique que l'on entend en ce moment, elle ne se lamente pas. Elle a traduit ça en joie pour nous. La voix de Bessie Smith. Et cette chanteuse absolument extraordinaire, là on entendait Downhearted Blues, vous l'admirez, elle était bisexuelle, elle était libre. Quelle vie que celle de Bessie Smith. On l'oublie un peu, mais tout le monde descend de Bessie Smith. Que ce soit Billie Holiday, que ce soit même les chanteuses de notre époque viennent de Bessie Smith. Et on a des dettes envers Bessie Smith. Mais il faut dire aussi que Janis Joplin a commencé à régler ses propres dettes. Elle est allée à Tennessee et voir la tombe de Bessie Smith qui n'existe pas. Elle a fait mettre une pierre tombale où c'est écrit, enfin, Bessie Smith, la plus grande chanteuse de blues du monde, ne cessera jamais de chanter. Ouais. Voilà un mot qui va rester. Et parce qu'elle vient du cœur et elle a traversé les frontières de race. Oui, on entend cette musique dans vos mots, dans ce livre magnifique, Dany. Et ce sont parfois des très courts textes. Je cite par exemple Haute tension. Les frottements entre les races sont donc continus et électriques. Ainsi, l'Amérique reste en constante ébullition. C'est vrai, c'est vrai. Et souvent, d'ailleurs, on dit quel pays, New York, quelle ville en ébullition. Mais c'est vrai qu'il y a ces frottements continus. Et simplement parce que le problème du racisme, pour ne pas dire le problème racial, il est tellement puissant. Et s'il est tellement puissant, c'est parce que l'Amérique est peut-être l'une des seules puissances qui a connu l'esclavage sur son propre territoire. Et les gens, maintenant, les anciens esclaves, les petits-fils d'anciens esclaves et les petits-fils d'anciens propriétaires, eh bien, ils sont dans les grandes tours de Manhattan, ils travaillent ensemble. Et comme il y a 45 à 48 millions de Noirs aux États-Unis, beaucoup plus qu'au Canada, les Canadiens eux-mêmes, toute la population fait 38 millions de personnes. Donc vous imaginez combien les tensions sont constantes. Oui, personne n'a vu les malheurs que j'ai connus, que j'ai vus. Nobody oui. seen
Absolument. The Trouble. Absolument. Et ça, évidemment, c'est la voix de Marian Anderson. Aussi, que vous citez aussi. C'est le Marian gospel aux sources de la musique. Ah oui, Marian Anderson, il ne faut pas oublier Eleanor Roosevelt, quand on parle d'elle. Elle a été rejetée à la porte de l'Amérique. Elle devait chanter au Constitution Hall et les femmes du Mayflower, cette aristocratie américaine à laquelle faisait partie Eleanor Roosevelt aussi, l'ont rejetée. Et Eleanor Roosevelt lui a demandé de chanter au pied de Abraham Lincoln devant 75 000 personnes, blancs et noirs. Et ainsi, Eleanor Roosevelt est entrée dans tous les foyers américains, des Américains noirs, comme étant leur protectrice. Marian Anderson. Ouais, écoutez. Personne ne sait sauf Jésus. Et il y a plein de choses dans ce livre, Dany Laferrière, sur ce qu'est le racisme, sur ce qu'est l'intériorisation pour le noir de ce racisme. Et parfois même, d'ailleurs, un témoignage personnel. Vous racontez dans une rue de Montréal un jour comment vous êtes arrêté, vous, Dany Laferrière. Oui, c'était dans une rue derrière la nouvelle bibliothèque, la grande bibliothèque. J'étais dans une allée, j'ai été arrêté, c'est vrai. On m'a poussé contre la voiture, on m'a fouillé et après, on m'a relâché tout de suite. Et la voiture de police allait partir. J'ai rassemblé mes forces quand même. C'était la nuit, dans une ruelle ombragée. Je suis allé voir le policier pour lui demander la raison de cette interpellation. Il m'a dit « on cherche un nègre ». Mais il faut dire que le destin a changé les choses, puisque dans cette même ruelle, à l'endroit même où ça s'est passé, on peut voir aujourd'hui un immense poster de moi sur 2 étages, et ensuite, tout près, derrière la bibliothèque, une statue de 2 mètres, et dans les jardins de la bibliothèque. Il y a des fois dans la vie où les événements, pour m'avoir pris si peu ce jour-là, un peu quand même de ma dignité, et le Québec et Montréal m'ont redonné tant. Ouais. Des étranges fruits. On va entendre la voix de Billie Holiday. C'est une chanson évidemment emblématique, le Ku Klux Klan. Il y a des pages sur cette terrible organisation raciste, criminelle. C'est un poète juif qui avait remarqué, en allant vers le sud, pendu aux branches des grands magnolias, des étranges fruits qui étaient des gens, des noirs qu'on pendait. Et il a écrit cette chanson que Billie Holiday a repris et d'autres aussi, qui dit un peu ce moment tragique où les Blancs venaient avec des enfants sous les arbres, presque pour pique-niquer pendant que l'on pendait des Noirs. C'est un juge, Charles Lynch, d'où le mot lynchage, et qui a, disons, mis en place cette justice expéditive. On les pendait sans raison, on les pendait pour avoir regardé une femme blanche, on les pendait parce qu'ils ont répondu peut-être avec insolence, on les pendait parce qu'ils étaient trop fatigués pour travailler, on les pendait parce qu'ils fuyaient la plantation, et il y avait cette saison de pendaison dominée par le Ku Klux Klan. Écoutez la voix de Billie Holiday. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to sow. L'honnête citoyen, je vous cite, Dany Laferrière. Le raciste n'est pas uniquement un policier blanc qui tire sans sommation sur un jeune noir. C'est aussi un honnête citoyen qui fait comprendre à ce jeune noir qu'il n'est rien avant même de savoir ce qu'il sait faire. C'est le racisme le plus courant, le plus invisible. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent avec l'évocation et la répétition des événements aussi tragiques qu'ils soient, comme celui que nous avons vu tout à l'heure, parce que le racisme, ce n'est pas uniquement cela. Le racisme ne se voit pas. Le racisme, c'est quand la personne croit qu'il a eu le travail, parce qu'il s'est bien préparé, et parce qu'il est fait pour cela, et on ne lui a même pas donné la chance de dire ce qu'il sait. Et ça, c'est courant. Et donc le racisme, c'est ne pas, disons, avertir l'autre et qu'il était mis en joue quand, par exemple, des policiers
ont tiré 41 balles sur un jeune homme qui rentrait chez lui et qui voulait sortir son portefeuille. Et les policiers, au moment de regarder ça, l'un d'eux a dit « Oups, on s'était trompé. 41 balles, sans raison, pour un jeune homme qui rentre chez lui. » Ouais, la voix de Bruce Springsteen qui chante 41 balles, American Skin. Au-delà, dans le livre d'Annie Laferrière, au-delà de ce racisme, il y a tout le monde, finalement le monde entier que vous interpellez dans ce livre. Hein. Tout le monde en scène, je cite. Hein. Pourquoi on continue à tuer quand les malheurs depuis un temps ne cessent de nous tomber dessus? On nage dans l'angoisse devant un virus qui tue aveuglément de son côté. Cette guerre continue ses ravages et traîne en longueur. Tous les personnages sont encore sur la scène et ce sont les mêmes qu'on rencontre dans toutes les guerres. Oui, c'est une répétition qui épuise. C'est un théâtre continu, une mauvaise pièce, une pièce mal montée, mal mise en scène, mal jouée par les mêmes et qui ne fait que désespérer le monde. Et c'est cela qu'on n'arrive pas à comprendre. On est démunis devant cette terreur grossière, avec de grosses ficelles, sans aucune distinction, et qui demande à chaque fois, qui exige à chaque fois une force, une fierté des victimes. Ce jeune homme, comme tous les autres, on va demander à sa mère de rassurer, de calmer la foule, et qui va se fâcher comme à chaque fois. Le maire va aller voir et il va demander à la mère du pauvre garçon qu'on a tué, c'est à elle de prendre sur elle ce fardeau de calmer la foule en colère. Et ce théâtre se répète, se répète, se répète. On se demande qu'est-ce que ça prend pour arrêter ça? Est-ce qu'ils n'écoutent pas ces policiers? Est-ce qu'ils n'ont personne? Est-ce que ce type qui a tué ces deux policiers, est-ce qu'ils vont rentrer chez eux? Quelqu'un va dire, est-ce que le repas est prêt? Enfin, est-ce que personne ne va lui dire dans son quartier, quand même, tu aurais pu faire un peu attention. On ne fait même pas ça aux animaux. La trompette de Miles Davis. C'est un bonheur de l'entendre. Oui. Miles, c'est un souvenir pour vous d'Annie Laferrière, quand vous l'avez entendu pour la première fois. Ah oui, je l'ai entendu à Port-au-Prince, avec un ami qui est mort maintenant et qui a été emprisonné à Fort-Dimanche. Ézéchiel, il avait une émission de jazz, mais il ne passait que Miles Davis. J'allais la nuit le tenir compagnie, c'était à partir de minuit, mais il le passait. Les gens en avaient marre d'écouter que Miles Davis. Et il me dit, mais pourquoi je ne les empêche pas de dormir? C'est la nuit, pourquoi ils m'empêchent de faire mon émission? Alors je voulais lui dire, Ézéchiel, c'est pas ton émission, c'est l'émission des gens qui écoutent. Mais moi, je préfère écouter Miles Davis. Ouais, comme celle-là, par exemple, c'est au bar du petit Bac. C'est évidemment, on voit Jeanne Moreau là sur la pochette. Absolument. Ascenseur pour l'échafaud. Écoutez juste un instant. On pense fort à Nina Simone. Pourquoi Nina? Parce que, ben oui, elle aurait voulu être musicienne classique, piano classique. Elle est rejetée parce que noire. Et à un moment donné, cette colère va se transformer en génie dans sa voix. Mais c'est ce qui est arrivé à Nina Simone. Et il y a une telle colère. C'est ce qui est arrivé à Miles Davis. Il y a une telle colère. Miles Davis ne comprend pas qu'un autre être humain puisse se croire au-dessus de lui. Et qu'est-ce qui arrive? Il dit, il y a une seule façon de survoler la place, c'est de faire une musique si géniale qu'ils ne pourront jamais atteindre ma cheville. Miles Davis l'a dit, Nina Simone l'a dit, Mohamed Ali, Cassius Clay l'a dit. Ils l'ont tous dit. Maya Angelou l'a dit. Toni Morrison l'a dit. Nous devons faire plus. Nous devons les dépasser tant qu'ils ne pourront même pas atteindre nos chevilles. Telle est l'extraordinaire énergie qu'on sent
dans la population noire aux États-Unis. Ouais. Écoutons Nina Simone, Ouais. elle le dit. Don't let me be misunderstood. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Vous dites dans ce livre, à propos de Nina, ce que personne ne peut faire, ce qui la haïssent comme ceux qui l'aiment, c'est lui enlever cette voix qui nous vrille l'estomac et nous retourne le cœur comme ce gant blanc qu'elle porte toujours. Tout à fait. Et c'est ça l'affaire, en fin de compte. C'est ce talent éclatant et irrésistible, comme le soleil. On ne résiste pas, on ouvre les fenêtres et le soleil pénètre dans la maison immédiatement. Et c'est ça qui est la force de cette Amérique noire qui a porté sur elle le fardeau de l'esthétique aux États-Unis. On l'a vu partout, à chaque fois, même dans Harlem, quand on voit des photos, ils sont si bien habillés. Ils vont se faire photographier par M. Van der Zee. Ils sont si beaux les dimanches. Ils ont une façon de marcher particulière. Ils ont une façon de se saluer particulière. Ils ont des gestes. Et ils vont inventer la dernière façon de dire la poésie en public au monde. Au moment où la poésie s'écarte de la scène publique pour entrer dans les petits cafés, dans les petits bars, arrive le rap américain. Et ce sont des jeunes parmi les plus misérables du monde qui vont renouveler la poésie dans le monde. Et tout le monde les imite partout, dans toutes les villes et partout. Oui. Et donc, cette force, cette façon, malgré la misère, malgré le racisme, malgré tout, de se distinguer par le style. Il y a un seul nom propre qui est rayé dans le bouquin. Mais vraiment rayé. Il y a un trait dessus, on se dit, est-ce que c'est une erreur de l'imprimeur? Pas du tout. Vous l'avez rayé. Oui, c'était une erreur même de l'avoir mis, mais j'ai quand même rayé. Il fallait quand même mettre le nom. Borges a une phrase, il dit de certains, qu'est-ce quelqu'un dont je veux oublier le nom. Et c'est Trump. Et il est rayé parce que, vous savez, le racisme, il a besoin d'un incubateur, bien sûr, d'une ambiance, de ces frottements électriques dont je parle, mais il a besoin aussi d'un détonateur. Et des gens comme Trump, leur grossièreté, leur vulgarité, c'est eux qui donnent de la gasoline à des gens comme ça, qui tuent les autres. Ces jeunes gens, ce jeune homme qu'on a vu mort, et toute cette traînée de sang qu'on a vu un peu partout aux États-Unis, mais cela tient de cette vulgarité constante et déraisonnable, insistante, quotidienne, concrète qu'il y a aux États-Unis. C'est Norman Mailer qui le dit dans un livre qui s'appelle « Pourquoi sommes-nous au Vietnam ?» À la fin, il n'y a rien de Vietnam dans le livre, et sauf le dernier mot « Pourquoi sommes-nous au Vietnam ?» Il répond « C'est à cause de notre vulgarité, de notre grossièreté. Nos riches sont trop vulgaires. » Ils imposent un ton, un style qui est absolument impossible, inacceptable. Si nous devenons plus courtois, parce qu'il y a beaucoup de gens courtois aux États-Unis, il y a beaucoup de gens aussi, parce que ce livre est quand même équilibré. Il y a plein de gens. J'ai rappelé quand même tous ces jeunes soldats blancs qui sont morts avec Abraham Lincoln et durant la guerre de sécession et pour libérer les Noirs de l'esclavage. J'ai rappelé Eleanor Roosevelt. Et il y a tant de gens aux États-Unis, tous ces Blancs qui ont aidé à faire renaître Harlem à chaque fois qu'Harlem coule. Même, bien sûr, il y a le grand poète Langston Hughes qui est là, bien sûr, mais on ne peut pas sortir du bois, on ne peut pas réussir quoi que ce soit s'il n'y a pas assez de Blancs. Il a fallu qu'il y ait beaucoup de Blancs qui ont voté pour Obama pour qu'il arrive au pouvoir. Ce qui veut dire que quand je parle de cette vulgarité, ce n'est pas de tout le monde que je parle. La nuance est la chose la plus subversive. Si vous dites que tout le monde est vulgaire, eh bien vous donnez une chance aux vrais vulgaires. Ils ont l'impression de se noyer dans la foule. Non, tout le monde n'est pas vulgaire. Ouais. Ceux qui sont vulgaires vraiment, on va rayer leur nom.
Oui. Et par exemple, une voix, une chanteuse américaine blanche, justement. C'est Janis Joplin. Ouais, voilà une Voilà chanteuse. quelque chose. Voilà quelque chose qui est allé s'incliner devant la tombe de Bessie Smith. Vous l'avez dit, Janis Joplin. Oui, c'est la seule qui est allée faire une tombe, pas seulement mettre une pierre tombale sur la tombe de cette petite fille de Chattanooga, du Tennessee. Et c'est elle, avec son cœur immense, qui a refusé le racisme, qui a refusé l'exclusion, parce qu'elle ne peut pas comprendre ça. Beaucoup de gens, par exemple, le plus grand orateur du 19e siècle, c'est Frédéric Douglass, un esclave, un ancien esclave. Il était si chétif, si malingre que ses parents l'ont laissé. Et c'est une femme blanche qui l'a recueilli, qui en a fait son fils et qui lui a appris à lire et à écrire. Quand son mari a vu cela, il est entré dans une telle colère, lui expliquant, mes chéris, c'est notre banque, c'est notre industrie, c'est notre richesse. Si vous lui permettez d'apprendre à lire, de savoir lire, il va se révolter contre nous, il va comprendre sa situation. Et Frédéric Douglass de dire, c'est le plus grand jour de ma vie. Par cette femme, j'ai su que c'est une chose extraordinaire de savoir lire. Par son mari, j'ai su aussi que c'est la chose la plus dangereuse qui soit. Écoutez, Janis. Quelle voix. Non mais là, il y a vraiment un truc, hein. Je pense qu'elle est noire. Oui, parce que c'est vrai, Dany, il y a beaucoup d'espoir dans ce bouquin, en fin de compte. On se dit, ouais, il y a de la fraternité qui peut naître de ces cendres de malheur. Non, mais tout le monde n'accepte pas une chose pareille. Qu'il y a des gens qui sont inférieurs, mais pas seulement inférieurs, qu'il faut tuer, et comme ça, sans raison. On a le droit de le faire, on peut le faire en présence de tout le monde, et tout le monde n'accepte pas ça. Il y a beaucoup de gens qui sont sur la route et qui donnent la main à ceux qui traversent les pierres chaudes de l'enfer. Il y a des mots comme ça, et les mots sont là pour ça. Oui. C'est les mots qui peuvent, j'allais dire, nous sauver, au fond. Ah oui, moi je le crois d'ailleurs. Durant les événements les plus graves, ne croyez pas que ce sont les images qui resteront. Ce sont les mots qui caressent, les mots qui tuent, les mots qui détruisent, les mots qui construisent, les mots qui exaltent, qui font et qu'on sorte de cette histoire de ce ténèbre. Et je crois que c'est important. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est pas tout le temps de défiler des images qui choquent, qui font que les choses changent. Il faut mettre des mots dessus. Nous sommes tissés de récits et de mots. Et les morts. Vous dites un moment, je ne veux pas parler à la place des vivants, mais puisqu'ils sont morts. Puisqu'ils sont morts. Et les morts, c'est vrai, il ne faut pas les soustraire de notre mémoire, et parce que c'est le fil rouge et qui fait qu'à chaque fois, on espère que ça ne se reproduira plus. Même si, ne nous décourageons pas, même si nous avons l'impression d'une répétition constante, épuisante, d'une répétition qui semble nous tuer, ne nous décourageons pas. On ne sait pas dans quelle direction cette affaire, peut-être qu'elle va en s'éteignant. Et pour cela, ce ne sera pas par hasard, c'est la foule de gens qui voudraient que ça change. Moi, je le crois. Je crois qu'il y a une grande majorité de gens qui sont contre ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Haïti, ce qui se passe dans le reste du monde. Merci Dany Laferrière de l'Académie française. Petit traité du racisme en Amérique, publié chez Grasset. C'est un livre absolument extraordinaire. Il faut le feuilleter, il faut rentrer là. Il y a des mots comme ça qui s'entrechoquent, des scènes, des situations, et puis tellement de profondeur et d'espoir. Merci Dany Laferrière, la voix de Bessie Smith. Saint-Louis Blues. Merci.